aux descendants ou de ceux qui n'ont pas le poids, parce que c'est pas un poids, mais on porte cette histoire, et cette histoire, elle est à partager ce soir. Elle est à partager parce que parler des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie ici à Paris, c'est dire que les Algériens ici, à Paris, à Marseille, à Lyon, ou à Montréal, ou à Londres, dans cet exil, dans cette diaspora installée ailleurs que sur les territoires nationaux, il y a cette volonté de toujours évoquer l'Algérie et l'évoquer dans une histoire tout au long de ses 60 ans, justement. Nora rappelait tout à l'heure 84, le code de la famille, 88, les Algériens sont dans la rue. J'oublie pas évidemment les années 80 du combat de la région kabyle par rapport à une identité, pour qu'elle soit reconnue. Et je continue avec les années terribles qu'ont traversé l'Algérie dans les années du terrorisme. Tout le monde sait ici comment l'Algérie a traversé des soubresauts, des bouleversements, à la fois dans son histoire d'émancipation, mais aussi ces histoires qui ont été des histoires violentes, d'enfermement, etc. Et j'arrive rapidement à février 2019, parce que c'est de ça qu'il est question, du hirak, du mouvement, du soulèvement, appelons-le comme on veut. Toujours est-il, c'est que tout le pays s'est mis en marche pour dénoncer ce que sera l'improbable 5e mandat du président de la République, pour qu'on s'y oppose à la fois en Algérie et en France, et cet aller-retour entre l'Algérie et la France, c'est de ça qu'il est question avec les invités qui sont ici sur ce plateau. Alors, moi j'avais envie je vais vous les présenter d'abord, d'excuser d'abord Feriel Alami, qui est une sociologue, qui est une femme remarquable, qui a été là, traversée par ce que connaissent beaucoup de gens en ce moment, qui s'appelle le Covid. Donc elle n'a pas pu venir, elle m'a envoyé un mail ce matin pour me dire cela. Donc on l'excuse évidemment, mais l'a nommée parce que Feriel Alami a écrit une somme de travail dans un gros livre autour du combat des femmes algériennes, et son témoignage aurait été, son éclairage aurait été important pour ce soir. Mais en tout cas, Souad Baba Issa, qui est ici, qui est une militante féministe et connaît bien aussi le combat des femmes algériennes ici et là-bas, va nous évoquer justement ce parcours du combat des femmes au travers l'Algérie, mais avec effectivement un focus, puisque c'est la thématique, sur l'organisation ici, le hirak, et ce que ça a apporté comme combat dans l'immigration, et particulièrement à Paris, puisque février 2019, toute l'Algérie, je l'ai dit, manifeste, le vendredi, puisque c'est le jour férié, et en France ou dans d'autres territoires où il y a l'immigration algérienne, c'est le dimanche, et le dimanche à Paris, Souad Baba Issa, imperturbable, est au rendez-vous de ce rassemblement, on l'a dit un peu tout à l'heure, pour une Algérie nouvelle, une Algérie émancipatrice, enfin, elle nous dira tout ça. À mes côtés également Amara Ben Amara, qui est un militant algérien, qui est au rendez-vous aussi de la place de la République. Il fait partie de l'association Algéria Démocratie, je ne me trompe pas, qui revendique elle aussi une présence déterminée sur cette place de la République, avec des propositions, parce qu'on n'est pas aussi que à dire il faut manifester contre le hirak depuis 2 ans et continuer ce combat pour une Algérie nouvelle, comme il est souvent redit. Et voilà. Et Amara Ben Amara nous parlera justement de cet engagement qui porte avec les revendications portées par votre association. Souad Baba Issa, militante féministe, elle fait partie de la direction du mouvement national Femmes Solidaires. Elle est aussi dans une association qui s'appelle AMEL, et elle est prise d'égalité, de laïcité et que sais-je encore. Souad Baba Issa. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. Et c'est vrai que je regrette vraiment que Feriel Alami ne soit pas là, parce qu'on a l'habitude de mener ensemble des débats et on est très complémentaires dans les questions que l'on pose sur la place des femmes dans le combat en Algérie, mais à la suite de la guerre d'indépendance, mais aussi aujourd'hui dans ce hirak, et justement dans une des activités, parce que notre association aussi, c'est de redonner aux femmes leur place. Parce que travailler sur l'égalité, comme je dis, c'est aussi sortir les femmes de l'invisibilité et leur redonner la place qu'elles doivent avoir. Et ce samedi, nous avons organisé, place de la République, justement,
une petite manifestation d'éducation populaire parce qu'il était important dans ce 5 juillet de se poser la question 60 ans et après. Mais de rappeler qu'avant l'indépendance, parce qu'on a magnifié nos moudjahidettes, mais comme l'a rappelé tout à l'heure une personne dans cette salle qui était là, elle a dit, après on leur a dit de retourner à leur fourneau. Mais ce qui est important de dire, c'est que en Algérie, les femmes, elles ont été actives, elles ont toujours été des résistantes actives, et on l'a vu déjà avec la Kaïna, d'Iya, dès les années 700, avant, contre l'invasion arabe, et toutes les femmes qu'il va y avoir à travers toutes les guerres d'occupation du territoire d'Algérie vont toujours participer activement aux révoltes, elles vont exister, elles sont là, mais dans les livres d'histoire, elles n'existent pas. Dans notre passé collectif, à part la Kaïna, Fatma Soumer, dont on entend parler, et puis après des Moudjahidettes, toutes les autres qui ont participé à la révolte d'Emokrani, à la révolte de Zaatcha, etc., les femmes du Sahara qui se sont rebellées contre l'occupation, on n'en entend pas du tout parler. Et il est nécessaire de dire que les Algériennes ont été toujours présentes dans tous les mouvements d'insurrection et de révolte qu'il y a eu dans l'histoire, et on le verra aussi avec le 17 octobre 61, en France, dans l'immigration, ou aussi, comme vous l'avez rappelé, le 20 octobre, on n'en parle pas. Et donc, nous, notre travail d'éducation populaire sur les femmes aujourd'hui, c'est de l'occultation à justement la visibilité, les sortir de cette invisibilité, parce qu'il est nécessaire de rappeler le chemin parcouru et ce à quoi elles ont participé activement tout au long de l'histoire de l'Algérie. Voilà, ça sera ça mon introduction. On va peut-être entendre Amara Ben Amara à propos justement de l'association Algéria Démocratia qui s'installe samedi ou dimanche, et dimanche sur la place de la République. Vous êtes apparu comment pour construire et porter quel message justement dans ce rendez-vous? Depuis février 2019, vous y êtes quasiment toutes les semaines, ou en tout cas le plus souvent possible, y compris avec d'autres initiatives dont vous nous parlerez aussi. Bonsoir. Ce soir, on entend les femmes et pas un homme. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Nous remercions Mediapart et l'association Au nom de la mémoire. Nous sommes très heureux d'être là ce soir pour parler du Hirak Tanka, qui veut dire soulèvement en Tamazight. C'est très important. Alors, Algérie démocratie. Nous étions un collectif jusqu'il y a peu et nous nous sommes transformés en association parce que nous souhaitons agir autrement et de façon plus forte pour défendre et participer au combat qui est arrivé en 2019 en Algérie. Et ce combat est un combat émancipateur. En tout cas, moi personnellement, c'est la raison pour laquelle je m'y suis impliqué et que je m'y implique depuis maintenant 3 ans. Nous avons organisé l'année dernière, les 2 ans du Hirak, une exposition place de Stalingrad à travers 5 thèmes: l'égalité homme-femme, l'écologie, l'histoire longue de l'Algérie, sans occulter, sans rien occulter. Nous avons également parlé d'économie et il y avait un autre thème qui était les détenus d'opinion. Et le lendemain, nous avions organisé un concert au Cirque électrique. Et cette année, nous avons eu également l'occasion d'organiser quelque chose autour du 17 octobre 61, qui est un moment fondateur pour nous les Algériens de France binationaux. C'est un moment fondateur, c'est un moment qui nous rappelle l'histoire, et puis ce moment commun qu'on a avec les personnes, les Françaises et les Français qui ont participé à notre combat, mais c'est aussi une façon pour nous de nous inscrire dans ce pays. Et de nous inscrire dans ce pays parce que nous y sommes. Nous y sommes et ça, il va falloir que les autorités françaises et que beaucoup de personnes le comprennent. C'est notre pays également.
même si je suis algérien, je suis français, et tout ça fait un tout, tout ça forme un tout. Voilà. Et le credo de notre association Algéria Démocratie, c'est on combat pour la laïcité, pour l'égalité homme-femme, pour un changement de régime, pour la disparition de la police politique qui fait tant de mal depuis 1962. Et le Hirak Renka est une renaissance. C'est une nouvelle indépendance. C'est un nouvel espoir. Il y a un avant et un après 2019. Mais sans oublier également que 2019 est l'héritier de tous les combats précédents, que ce soit du combat national pour l'indépendance, que ce soit les femmes aussi qui ont manifesté en 1965 pour montrer qu'elles étaient là, pour montrer qu'elles existent et qu'elles sont là dans le champ politique, qu'elles font partie de la population. On ne peut pas exclure plus de 50% d'une population comme ça. Ce n'est pas possible. C'est l'héritage aussi de ce qui s'est passé au printemps 80 et 81, parce que c'est en deux temps. C'est en deux temps le printemps berbère. C'est 80 et 81. Il y a eu un soulèvement dans la vallée de la Soumam et du côté de Tizi Ouzou, mais ça s'est fait en deux périodes. Il y a eu 88, bien sûr. Et il y a eu la décennie noire qui est un moment terrible pour les Algériens. Et on voit à travers ce qui s'est passé en 2015 ici, on voit ce que c'est que l'effroi du terrorisme. On peut le voir. Et les Algériens l'ont vécu dans leur peau pendant 7 ou 8 ans et presque 200 000 morts. Et là, si je peux me permettre et si je peux l'exprimer ainsi, on a une centaine de morts. Et c'est beaucoup trop. Mais le terrorisme, c'est ça. C'est cette décennie noire qui a fait tant de mal. On voit comment ça a été un traumatisme pour nous ici, mais comment ça a dû être un traumatisme également en Algérie, ce que cette décennie noire. Sur cette place de la République, vous continuez de mener des initiatives, une visibilité justement sur vos propositions. Amara, c'est qui est le public qui vient sur cette place de la République? Vous vous sentez nombreux, aidés pour accompagner ce combat-là que vous portez? Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus très très nombreux malheureusement, et j'espère que les gens vont revenir place de la République. Mais pour qu'ils reviennent, je pense qu'on a un véritable travail à faire, un véritable travail d'organisation, de structuration, aussi comme celui que nous avons organisé samedi avec Soad, avec notre association de partage de nos idées, de transmission et surtout de culture. De nous faire connaître surtout. De nous faire connaître, mais de nous faire connaître bien sûr. Et ça c'est important parce qu'il faut qu'on le partage tout ça. Mais il y a eu également d'autres actions avant auxquelles par exemple j'ai participé. Par exemple, on a organisé un rassemblement devant Total pour dénoncer la complicité de Total. C'était en février 2019. Nous n'étions pas très nombreux, mais on l'a organisé. On a organisé également un rassemblement devant Facebook pour dire la discrimination et le manque, le poids de ce média social sur la rétention d'informations sur le combat des Algériens ici. Parce qu'aujourd'hui, il y a des partis qui sont dans le Hirak, qui sont une véritable force et qui ont des moyens, qui ont Al-Maghrabiya, qui ont Canal 22, mais nous les démocrates, qu'est-ce que nous avons? Et cette soirée est d'autant plus importante, parce qu'aujourd'hui nous sommes invités par Mediapart et par l'association Au nom de la mémoire. C'est pour nous un moyen de communiquer, de transmettre et de nous faire voir autrement que par le prisme de la place de la République. Et voilà, donc il y a eu d'autres choses qui ont été faites également, comme le collage des consulats, des ambassades, plein de choses comme ça. Mais malheureusement, on manque vraiment de ce manque de relais. On manque de relais.
Et puis quand on voit la politique ici du gouvernement qui soutient Tebboune et qui dit que c'est son ami et qui va l'aider dans cette nouvelle transition, dans cette nouvelle Algérie qui est en réalité une supercherie, sinon les Algériens ne continueraient pas à vouloir partir et à vouloir quitter leur pays. Qui veut quitter son pays? Personne. Personne. J'aimerais bien que demain, on arrive réellement à ce que les Algériennes et les Algériens, et partout ailleurs d'ailleurs, que ce soit en Algérie, partout ailleurs en Afrique du Nord, ou partout ailleurs en Afrique, parce que l'Algérie est bien en Afrique et pas ailleurs, et n'aillent pas mourir en Méditerranée. Qu'ils fassent le choix, que ce soit un véritable choix de partir, et non une obligation pour chercher un meilleur ailleurs. Merci Amara de ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, quand on est place de la République, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes. Aussi, c'est des jeunes qui sont venus. Hein. Il n'y a pas très longtemps, hein, on est dans j'allais presque dire une nouvelle génération d'Algériens venus depuis 4-5 ans, qui sont là et qui sont très soucieux de ce qui se passe là-bas, alors qu'ils ont quitté l'Algérie. Oui, Amara? Je voulais ajouter que par rapport à ça, c'est malheureusement les jeunes binationaux ne sont pas suffisamment nombreux place de la République. Et ça, c'est triste. Mais c'est parce que nous ne sommes pas capables de les attirer. Quand nous leur parlons dans une langue qu'ils ne comprennent pas, et que moi-même je ne comprends pas. Quand on nous parle dans une langue qui est empruntée à d'autres, c'est-à-dire l'arabe littéraire, l'algérien c'est ma langue. L'arabe algérien c'est ma langue. Le tamazigh c'est ma langue. Je me les approprie, je ferai tout pour me les approprier. Mais quand on parle dans une langue qui n'est pas la mienne, comment voulez-vous qu'on les attire quand on leur parle d'une réalité sans leur demander à eux ce qu'ils pensent, quelle est cette Algérie qu'ils ont dans leur cœur? On ne leur pose pas cette question-là. Je pense que ça... On n'a pas terminé par ici. Peut-être qu'on prendra 10 petites minutes pour quelques questions, mais je voudrais poursuivre avec les soins de Baïssa à propos des femmes, justement, dans le Hirak, parce qu'elles ont été importantes, on en a beaucoup parlé. Il y avait des carrés de femmes en Algérie. Il y avait aussi un espace, pas dédié aux femmes place de la République, mais en tout cas, il y avait beaucoup de femmes pendant quelques semaines. Où en est-on aujourd'hui de ce combat que vous défendez fermement, vous, Sonia? Alors, de plus en plus à la place de la République, les femmes ont déserté la place de la République, et c'est pour ça que l'initiative que nous avions fait samedi dernier, c'était de dire reprenons notre place, parce qu'il était nécessaire que les femmes se redonnent de la visibilité et montrent un peu comment elles continuaient le combat en lien avec les Algériennes de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que les Algériennes aussi, elles ont été stoppées dans leur élan avec la crise du Covid, comme on l'a tous été stoppés dans les différents pays, mais ça n'empêche pas qu'elles continuent à être actives d'une autre façon et de s'organiser sur les réseaux sociaux, par des rencontres, par des thématiques. Et quand on voit tout ce qu'elles ont porté en tant que jeunes filles à travers le carré féministe à Alger, même si au début il a été décrié, en tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est que pendant ce Hirak, elles ont réinvesti l'espace public, et il était important que l'espace public soit réinvesti par les femmes et qu'il redevienne un lieu de mixité. Deuxièmement, la deuxième chose qui était importante, c'est qu'il y a un mot qui est enfin sorti du tabou, c'est le mot féminisme. Et on a entendu parler donc des féministes et des jeunes féministes. Et la troisième chose importante, c'est le travail et la première revendication qui était celle de l'égalité, mais à travers l'abrogation du code de la famille et contre les violences faites aux femmes, et plus particulièrement cette jeune association qui s'est créée et qui recense les féminicides qui ont lieu à travers toute l'Algérie. Et vous voyez donc qu'elles sont actives, elles continuent et elles ne perdent pas espoir, et que nous devons les soutenir, et qu'on n'est pas simplement un relais. En fait, il y a un travail de réflexion, et le travail de réflexion qui se fait doit être celui qui avait été mené, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans les années 1995, qui s'appelait Maghreb Égalité, entre les Marocaines, les Tunisiennes et les Algériennes sur le code de la famille.
et qui a sorti un dalil des militantes, donc justement tout un travail d'écriture et de réflexion qui permettait aux militantes donc de pouvoir s'investir et réfléchir. Et donc aujourd'hui, c'est ce travail d'intelligence collective et de réflexion sur l'ensemble de nos combats au cours, parce qu'il est nécessaire de s'interroger sur les différends que nous avons menés dans les années 70, 80, 90, qu'il faut s'interroger sur la première expérience. Amara l'a rappelé, il y a eu différents événements en Algérie, mais il y a eu ce moment où il y a eu une volonté, où il y a eu une démocratie et où de nombreuses associations féministes, partis politiques se sont créés. Et puis après, on a vu la suite, hein, les années 90 sont venues avec le terrorisme islamiste, mais ça n'a pas empêché les féministes d'être dans la rue les 8 mars aussi et de continuer à revendiquer. Et surtout, elles ont été les grandes résistantes des années 90 et elles ont payé un lourd tribut. Et je reviendrai tout à l'heure sur les viols, justement, parce que celles qui ont payé le lourd tribut du diktat islamiste, ce sont les femmes. Elles ont été assassinées, violées, mises en esclavagisme sexuel. Et aujourd'hui, elles se retrouvent bannies par leur famille parce qu'elles ont des enfants issus des viols. Voilà, et ça, il est très important de le rappeler. Et dans ce Hirak, c'est toutes ces revendications-là qui sont portées contre la violence institutionnelle, qui est le code de la famille, et contre les violences, justement, patriarcales, qui sont bien ancrées dans la société algérienne, et qui font qu'aujourd'hui, les femmes sont, malgré la loi de 2015 contre les violences sexuelles, et malgré la loi contre le harcèlement sexuel au travail, etc., ne sont pas entendues et leur voix n'est pas respectée. En tout cas, le vendredi à Alger, moi j'ai eu la chance d'aller en Algérie en septembre 2019. J'ai assisté à 2 vendredis du Hirak et c'était absolument magnifique au sens noble du terme, pas beauté, mais au sens... Il y avait des générations de femmes, il y avait des gamines de 8 ans, après il y avait des adolescentes, il y avait des mères, il y avait des grands-mères, il y avait des moudjahidettes, il y avait Louisette Rilaris, une des figures du combat de l'indépendance, une moudjahidette connue et reconnue par les femmes algériennes dans son combat. C'est une femme qui avait été torturée par Ossarès et puis qui s'en est sortie, qui a redressé la tête et qui a toujours été aux côtés des femmes algériennes dans ces années contre le code de la famille, pour les libertés, pour l'émancipation. Donc je trouvais que ces 2 vendredis étaient absolument... moi je suis revenu de là avec beaucoup d'espoir sur le combat, sur le Hirak, et en particulier sur les combats des femmes qui étaient là au quotidien, parce que c'était le vendredi, mais comme le dit Souad, c'est effectivement dans le quotidien qu'il faut se battre en Algérie. Oui, et puis c'est vrai que les inégalités. C'est vrai que février 2019 a donné un grand espoir à tous les Algériens. Et tout à l'heure, on a dit quelque chose d'important. C'est que quand on parle de renaissance et du renouveau de l'indépendance, les Algériens et les Algériennes parlent de, en 1962, notre constat, c'est une indépendance territoriale. Oui, il y a eu certes l'indépendance territoriale, la citoyenneté a été confisquée aux Algériens et aux Algériennes, et la modernité politique, justement, parce qu'elle a été confisquée par le parti unique qui a été le FLN, et donc on n'a pas pu avancer sur cette idée de modernité politique en sens de la construction de la démocratie et d'une véritable citoyenneté et d'une souveraineté nationale, puisque le pouvoir a été confisqué par les militaires, et je ne referai pas ici toute l'histoire parce que je pense que le public la connaît. Mais ce qui est important, c'est de dire, certes, il y a eu l'indépendance territoriale, et aujourd'hui, ces années-là sont dans une quête de construire la citoyenneté et la modernité politique. Et construire la citoyenneté et la modernité politique, c'est n'occulter aucune question. Aussi bien celle de l'égalité entre les femmes et les hommes, aussi bien celle de la séparation du politique et du religieux, aussi bien celle de comment construit-on une démocratie, pas simplement à travers les urnes, mais à travers une souveraineté nationale, et comment elle s'exprime, cette souveraineté nationale. Et donc c'est sur certainement des grandes ruptures. Et moi, quand j'entends encore aujourd'hui, et je le dis comme ça, j'ai l'impression d'entendre
la voix du colonisateur quand j'entends chez certains et certaines dire le peuple algérien n'est pas prêt à l'égalité, n'est pas prêt à la laïcité, n'est pas prêt à l'universalité. C'est ce que disait le colonisateur, que les Algériens et les Algériennes n'étaient pas prêts à prendre leur destin en main. Alors comment ça serait possible que 60 ans après tous les combats qu'ont menés les Algériens et les Algériennes, après tout ce qu'ils ont vécu comme drame, ils n'auraient pas la maturité pour construire leur citoyenneté et leur démocratie? C'est pour ça que le code de la famille devrait plutôt s'appeler un code égalitaire. Oui, mais ça serait plutôt des lois civiles égalitaires. Civiles et égalitaires, oui. Et ce code de la famille n'a pas lieu d'être, parce que si on construit l'égalité, normalement, aujourd'hui, le code civil, le code pénal se pond. Si je suis une femme et que je vole ou que je tue, je vais en prison. Et on l'a vu pendant le Hirak, hein, qu'on soit homme ou femme, pour nos opinions, les femmes sont parties aussi en prison de la même façon. Comment se fait-il que dans la sphère familiale, d'un seul coup les femmes soient des mineurs à vie et que leur applique le code, le statut personnel musulman, parce que c'est celui-là, et merci monsieur le colonisateur de nous l'avoir inscrit, parce que justement, le statut personnel musulman, c'est le point essentiel et c'est le point nodal qui a permis que le système colonisateur puisse rester en place. Et en acceptant le statut personnel musulman, c'était certes travailler sur son identité, mais le colonisateur a maintenu ça malgré la loi de 1905 sur la laïcité. Il a maintenu et le code de l'indigénat et le statut personnel musulman. Et moi, quand j'ai envie de sourire avec mes amis militants et militantes, je reprends un vieux slogan qu'on a ici: qu'est-ce qui est plus sous-citoyen que le citoyen algérien? Puisqu'il était français, il n'était pas citoyen. Eh bien, c'était l'algérienne. Et aujourd'hui encore, qu'est-ce qui est plus sous-citoyen que l'algérien quand on lui a mis le code de la famille entre les mains? Parce que c'est une histoire bicéphale entre les hommes et le pouvoir. Parce que vous savez, quand les hommes ne peuvent pas avoir le pouvoir politique, on leur donne toujours en pâture quelque chose, toujours une minorité. Et là, malheureusement, ce qu'on a appelé une minorité n'est pas une minorité, puisque c'est l'autre moitié de la population, ce sont les femmes. Et donc, c'est les droits des femmes qui ont été bafoués. Pour que les hommes se sentent forts dans la société, il fallait qu'ils faisaient quelque chose entre les mains, c'était les droits des femmes. Et c'est ce rapport bicéphale et consentant d'un patriarcat qui s'est construit sur les dos des femmes. Le code de la famille, c'est 2004, c'est 84, pardonnez-moi, 84. En 2004, 20 ans après, on dit 20 ans barakat, 20 ans ça suffit, et les femmes algériennes dans l'immigration se mobilisent pour faire reculer. Alors il y a l'idée d'une abrogation, mais il y a l'idée de faire aussi sauter des articles. Qu'est-ce qu'on a gagné depuis? Alors les Algériennes, en réalité, quand elles se sont battues, quand il y a eu la campagne 20 ans Barakat, c'était l'abrogation. C'était l'abrogation. La revendication était l'abrogation du code de la famille pur et simple. Et vous avez tous entendu certainement parler de ce très beau clip musical qui s'appelait Washdaki al-Qadé, qu'est-ce qui t'a pris au juge, où des artistes algériennes, algériens et étrangers, et même français, ont participé à ce clip. Et en réalité, encore à l'époque, sous l'ère Bouteflika, les islamistes ont posé leur veto sur cette abrogation. Et de toute façon, on n'avait pas réellement envie d'entendre parler d'abrogation, donc on a apporté des amendements. Mais les amendements ont fait avancer très peu de choses. Il y a eu le devoir d'obéissance qui a été retiré, il y a eu l'autorité parentale partagée pour les femmes et hommes divorcés, il y a eu un changement dans l'ordre de la garde pour les enfants, il y a eu le domicile conjugal, mais avec la crise du logement, nous savons très bien qu'il est très difficile d'avoir le logement familial. Et puis, il y a une chose qui a été importante, c'est le changement du code de la nationalité, puisque les Algériennes peuvent enfin transmettre leur nationalité à leurs enfants. Ça a été l'une des avancées primordiales. Mais sinon, nous sommes encore avec le tuteur matrimonial, la polygamie, l'inégalité dans l'héritage et toutes les situations que l'on qui rendent la femme inférieure et qui maintiennent les femmes inférieures dans un statut social.
Tout à fait, qui est institutionnalisé en fait. Et le combat continue en Algérie, justement, les femmes se mobilisent toujours pour aller vers l'abrogation de toute façon, ça fait partie de leurs revendications, et aujourd'hui, on l'a vu pendant le Hirak, c'était vraiment ça, c'était abrogation du code de la famille, et c'est vraiment cette revendication. C'est celle qui fait que demain, elles ne peuvent devenir citoyennes à part entière, comme on le dit, qu'avec une abrogation du code de la famille, une loi avec des lois civiles égalitaires, et puis surtout avec des lois qui aussi vont travailler à lutter contre toutes les violences contre les femmes. C'est-à-dire que, certes, on peut retirer la violence institutionnelle qu'il y a dans le code de la famille, mais il y a tout un travail aussi d'évolution des mentalités et d'émancipation des hommes et des femmes dans cette société qui est indispensable. Alors Amara, lui, il a tout compris, parce que lui, il est pour l'égalité femmes-hommes en Algérie. C'est dans l'association Algérie Démocratie, c'est ce combat aussi que vous portez, une volonté d'égalité. Tu rappelais tout à l'heure, les propositions que vous aviez, il y avait cette idée, il faut confirmer cette égalité femmes-hommes. Oui, tout à fait, c'est une des revendications que nous portons, c'est l'abrogation du code de la famille et l'égalité hommes-femmes, et l'égalité, mais dans toute sa largeur, avec une véritable égalité, que ce soit dans la répartition de l'héritage, que ce soit pour l'égalité au niveau pour les enfants, pour le droit, l'égalité devant l'éducation des enfants, que la mère ait autant de droits que le père, que ce soit pour beaucoup de choses comme ça. On se bat vraiment pour ça. Pour une véritable égalité entre les hommes et les femmes. On me dit dans l'oreillette que on peut prendre 10 petites minutes pour poser des questions, si vous voulez intervenir. Moi, je ne peux pas me dépasser, il y a pour donner un micro. Peut-être pas un exposé, mais des questions. Parce que sinon, on n'aura pas le temps d'entendre toutes les questions. Alors, j'en ai... Bon, non, allez-y, vous l'aurez après. Au travers, je veux dire... Allez-y. Bon. Alors, moi, j'interviens par rapport aux deux débats, en fait, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de temps tout à l'heure. Quand j'entends amitié entre la France et l'Algérie, pour moi, cela signifie l'amitié entre des Français et des Algériens qui partagent les mêmes valeurs d'ouverture, de respect à l'autre. Il ne peut y avoir une telle amitié que sur la reconnaissance de la complexité, me semble-t-il. Voilà. Complexité des faits au niveau de l'histoire et complexité au niveau des mémoires. Et donc, cette complexité, elle était déjà là avant l'indépendance. Bon, je suis moi-même originaire d'Algérie, j'en suis partie à l'âge de 5 ans. C'était quand même suffisant pour m'apercevoir qu'il y avait déjà des situations de rencontres, d'amitié, de création culturelle entre les gens qui étaient là, tout simplement parce que c'était des gens, malgré les rapports de domination. Et actuellement, il y a la complexité d'aujourd'hui, où on voit bien que les valeurs de démocratie et d'égalité sont portées par des mouvements minoritaires qui se partagent entre les deux côtés de la Méditerranée. Voilà, donc je crois que cette amitié ne peut pas se fonder uniquement sur une dichotomie entre d'un côté les massacres qui ont été commis par la France coloniale et d'un autre côté la repentance des Français. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses à construire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vous passez le micro derrière, enfin on ne va pas apporter de réponse, il y a des... Là c'est un point de vue, c'est des questions précises à poser aux militants qui sont... Donc, je suis un Algérien qui réside en France depuis 38 ans maintenant. Je suis aussi
parent de franco-algérien, je suis enseignant, ma femme est enseignante aussi, et donc, et militant. Militant de la cause palestinienne, militant antiraciste, militant syndical aussi, abonné à Mediapart, donc ça c'est pour mon cours CV. En revanche, c'est-à-dire juste, c'est-à-dire lors de mes voyages en Algérie, et j'ai sillonné l'Algérie, l'Algérie plurielle, c'est-à-dire que les femmes, elles sont plurielles aussi. C'est-à-dire que maintenant, les Algériens, c'est-à-dire ça ne choque aucun Algérien qu'une jeune fille porte le hijab ou ne porte pas, c'est-à-dire que les filles, elles sont très libres. Dans certaines familles, c'est-à-dire maintenant on n'impose plus qu'elles portent ou qu'elles ne portent pas, si elles le portent, c'est elle qui choisit. Donc il faudrait sortir un petit peu de ce paternalisme, de donner des leçons aux Algériens et aux Algériennes, et de voir aussi que, disons, le côté des gens qui pratiquent leur religion, donc des gens arriérés ou des gens, etc., qui ne sont pas civilisés. Il y a aussi on n'a pas parlé de ça ici. Si, j'ai compris un petit peu. L'arabe algérien n'existe pas, monsieur. Moi, je suis... ma langue maternelle est le kabyle. J'ai appris l'arabe dans un village kabyle. Ce sont les kabyles qui me l'ont appris. Et donc, par conséquent, cette rhétorique-là de l'arabe algérien émane surtout de mouvements berbéristes sectaires dont le MAC est une émanation. Ça, c'est votre... On n'a pas parlé de ça ici. Faites court, monsieur, faites court, monsieur. Non, c'est juste, j'exprime. C'est plus respectable quand même. Et donc, par conséquent, c'est-à-dire que j'ai vu même le terme de laïcité. La laïcité, il y a ici, c'est-à-dire que M. Edouard Plenel qui est là, c'est-à-dire considère que la loi 2004 est raciste. Parce qu'elle exclut des jeunes filles, pour un petit foulard, sur la tête, alors en contradiction avec l'esprit d'Aristide Briand de 1905, qui était un cadre juridique pour vivre ensemble. Voilà. Merci de votre intervention, madame. Après, on va en prendre encore une autre, et après, on va... Moi, je voulais revenir sur deux choses. Moi, je suis algérienne, je ne suis pas en France depuis très très longtemps. J'étais dans les associations féministes. J'étais membre de la coordination nationale des associations. Et effectivement, à l'époque, quand on militait, quand par exemple, quand le fils a pris toutes les mairies d'Algérie, par exemple, on a eu un discours des compatriotes algériennes vivant en France. Et souvent, ce qui nous horripilait, c'était un certain paternalisme. Comme vous disiez tout à l'heure, les femmes algériennes ont toujours été debout, elles militent depuis toujours avec les moyens qu'elles ont, et on ne peut pas voir la réalité du combat de l'Algérie à travers le prisme de la lutte en France. Ce sont deux réalités différentes. On ne peut pas comparer. Nous avons lutté pour la laïcité, les femmes luttent pour la laïcité, et vous l'aviez rappelé, c'est la France coloniale qui a refusé la laïcité à l'Algérie parce qu'elle s'appuyait sur les marabouts, sur les religieux. Par ailleurs, moi j'étais aussi dans le Hirak, j'étais même à l'intercollectif, monsieur. Ce qui a fait fuir les gens de la place de la République, c'est pas parce qu'on leur parle une langue qui n'est pas la leur. Moi je suis algérienne. Et je parle arabe, je ne parle pas le kabyle, c'est comme ça, c'est une résultante de l'histoire. En Algérie, il y a trois langues. Il y a l'arabe, le tamazight et le français. Et l'anglais maintenant, bon bref. Non, mais je veux dire, les trois langues usitées, ce sont le français, l'arabe et vous ne pouvez pas, au nom de quelle démocratie, vous déniez aujourd'hui aux Algériens qui sont arabophones et qui ne parlent pas du tout l'arabe classique. Moi, je ne sais pas parler l'arabe classique, je suis incapable de dire une phrase en arabe classique. Je parle arabiya d'Alger, je parle l'arabe algérien. Et quand vous disiez qu'on parlait que ce qui a fait fuir, c'est parce qu'on parlait aux franco-algériens, à nos enfants, l'arabe, ils n'y comprennent rien, donc c'est pour ça qu'ils ont fui. Non, monsieur, ce qui a fait fuir les gens, et dont moi, mais on ne va pas en parler maintenant, c'est ni le lieu ni le moment, c'est les problèmes politiques qu'il y a eu dans le Hirak. Quand on assiste
à des réunions où des soi-disant démocrates et qui nous tenaient ce discours, les Tamazirs, et vous êtes des Arabes allés vivre en Arabie Saoudite, s'allier avec Rachad dans les réunions, moi ça m'a fait suivre. Des gens qui se revendiquent de la démocratie et qui s'allient dans leurs actions avec les islamistes, ça, moi, ça m'a fait fuir, et ça a fait fuir beaucoup de monde. Donc c'est pas la langue arabe qui a fait fuir les gens du Irak, monsieur. Voilà. Vous voulez... Non, on écoute. Peut-être que... oui. Je peux dire un petit mot. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Je suis désolé, ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé des franco-algériens, des personnes qui sont nées là, à qui on parle une langue qu'ils ne comprennent pas, donc ils ne peuvent pas venir place de la République. J'ai bien dit que l'arabe algérien, le dalaja était ma langue, que le tamazir était ma langue, et que j'en suis fier. Et vous avez raison de parler également du français, qui est ma langue et qui est une troisième langue en Algérie. Là, je vous rejoins sur ce point-là. Mais les deux points que vous avez soulevés, je suis en désaccord. Je parlais des orateurs qui viennent place de la République et qui nous parlent en arabe littéraire et que nous ne comprenons pas. Il y en avait un voilà. Mais c'est de cela dont je parlais. Allez, Je ne suis pas là pour rentrer dans cette polémique-là. Je me situe en tant qu'Algérien. Il connaît l'histoire aussi, ne vous inquiétez pas, madame. Une dernière question, parce qu'après on va clore, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à 20h30, il y a un spectacle, il y a un concert de Gnawa, diffusion, un Mazir Kater, et qu'il faut évacuer la salle très vite à 20h. Donc 2 minutes, une question rapide pour clore avec la salle et vous remercier déjà d'avoir été là. Où elle est là. Ah oui, alors il faut s'avancer là rapidement, là, parce que sinon ça va être compliqué. Vous avez 2 minutes. Hein. Attrapez le micro, il doit être par là le micro. Il est où le micro là? Il est revenu? Le micro. Il y en a un qui est dans la salle. Il est reparti? Ah, il est revenu. Rapidement, si vous le voulez bien, parce que sinon je vais vous interrompre. Ce sera dommage. Alors, déjà, bonjour à tous. Je suis arrivé un petit peu en retard tout à l'heure, je suis vraiment désolé. J'ai assisté à la deuxième partie du débat, donc sur, il me semble, la thématique c'était l'égalité homme-femme et la place de ce combat dans le Irak. Et je trouvais ça hyper intéressant. Parce que de manière générale, toute évolution de société doit passer par une égalité. On ne peut pas se passer de la moitié de la population pour pouvoir développer un pays, c'est sûr et certain. Et je trouve que ce point est politiquement important. Au-delà du côté humaniste, politiquement, c'est hyper important. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on ait pollué le débat et les interventions par de l'idéologie qui doit rester personnelle. En soi, abroger le code de la famille, c'est politique. C'est quelque chose qui est bon pour le développement, qui est bon pour la liberté et l'émancipation. Il n'y a aucune femme dans l'Algérie plurielle qui est empêchée d'appliquer la charia. Si elle a envie de rester sous la tutelle de son mari, en France aussi c'est possible, la laïcité peut le permettre, etc. De manière générale, l'Algérie plurielle peut être représentée dans l'abrogation du code de la famille. Ça sera un élan émancipateur pour les femmes qui le souhaitent et qui se battent pour ça. Et je pense qu'il n'y a pas de débat, peu importe les convictions politiques, là-dessus. Il faut se concentrer là-dessus pour pouvoir se battre pour une émancipation, parce que c'est politique. Pour moi, c'est ça. Le point, il est là. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. Merci de votre intervention. Je vais dire le mot de la fin, si vous me le permettez, Amara et Sohan. L'abrogation du code de la famille, c'est de l'émancipation. Je vais vous donner un exemple. Dans l'héritage, la femme, elle a le droit à une demi-part. Quand il y a une fratrie avec des frères et des sœurs, le scandale, c'est que les sœurs aient une demi-part dans cet héritage. Donc, il y a des lois, il y a des articles dans ce code de la famille qui sont injustes, qui sont inégalitaires, qui rendent la femme dans un statut d'infériorité. Souad Babaïssa nous l'a rappelé tout à l'heure, et que ne serait-ce que pour tous ces articles qui sont dans ce code de la famille, on peut demander une abrogation pour réclamer, je dis les femmes algériennes, en tout cas militantes, le réclament avec un code qui soit un code égalitaire. Je vous remercie, merci d'avoir été là, d'avoir participé à
cette première partie. Merci à vous. Et il faut joindre nos actes à nos paroles. C'est ça qui est très important. Merci à vous. Donc là, il y a toute une organisation technique qui va s'opérer, puisqu'on va demander au public qui est là